Hello, and welcome to another episode of Banaba Cameroun, La Musique Camerounaise en Histoire podcast, which is centered on the rich musical culture of our beautiful country, Cameroon. We are here today at the Goethe Institute to talk about the history of Cameroonian music and also to give tribute to a great man, a lover of Cameroonian music, a German intellectual, Joachim Olsner, whose rich music catalog of Cameroonian music is the base and foundation of this podcast. My name is Ivan Dumbe, and I am honored to co-host this podcast with a friend and colleague, Bonas Futio. Bonjour Eva, c'est toujours un immense plaisir de te retrouver. Notre invité de cette autre série du podcast Banaba Cameroun, la musique camerounaise en histoire, une production du Goethe Institut du Cameroun, est un multigénie qui a usé de ses mots, de sa jeunesse, de son talent kicker pour non seulement se trouver une identité et contribuer à faire grandir le rap au Cameroun, mais surtout pour construire une carrière, une notoriété et une stature notable, incontournable à jamais, lorsqu'on doit parler de rap vert rouge-jaune, tellement sa musique est rentrée dans la BO de nos lives. Musicien, rappeur, auteur-compositeur, producteur de musique et d'artistes depuis son label Ndabod Productions, nous sommes heureux d'accueillir une légende vivante, un des pionniers, Polo, a.k.a. P.O., a.k.a. Paul-Édouard Etundi Onambele, a.k.a. Crotal. Bonjour et bienvenue. Tout ça, moi seul. Toi seul. Mais écoutez, moi, je suis content d'être C'est là. comment? Non, je suis là. On n'est pas encore mort. On est là. Ah voilà. Et comme ils ne sont pas encore morts, il est là pour nous raconter l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Déjà, savoir s'il arrive au sein de la chefferie d'écouter du rap très tôt le matin. Tu en produis au quotidien, mais est-ce que ça t'arrive d'avoir un moment d'écoute rap? Pas essentiellement, hein, j'écoute ce qui me plaît. Ok. C'est-à-dire, je peux me lever aujourd'hui, c'est du rap que j'ai envie d'écouter. Demain, ça peut être un vieux Makossa. Ça peut même être du jazz complètement, je sais pas moi, complètement spé. Ça peut être... En fait, c'est au feeling. J'écoute de tout en réalité. Parce que si tu fais de la composition, tu apprends à écouter de tout. Et à la fin, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tous les jours, tu écoutes, tu t'imprègnes, tu découvres des techniques de mix, des trucs comme ça. Tu écoutes. On écoute de tout, beaucoup. D'accord. Et puisqu'on parle de rap, de musique, on va commencer simplement en écoutant de la musique. Donc on te laisse le libre choix de choisir, de proposer 3 titres qui représentent le sujet autour duquel on est, l'avènement du rap camerounais, Cameroun. les décennies 80-90. Alors, je vais te dire le pionnier du rap en France, Sydney et DJ David Guetta. Rap, moyen d'expression, tout le monde parlera le rap depuis sa création. On doit être en 88. Il était là avant, mais ça, c'est un disque qu'ils font à deux. Sydney en train de rapper, DJ David Guetta au platine. Côté Cameroun, c'est pas évident parce qu'on n'archive pas. J'aurais dit MC Olangué de Sidatu. Je vais dire en fait Star System, J-Dance. Je vais dire en Côte d'Ivoire, le groupe RAS, des groupes comme Junior and the Crazy Bee, qu'on a eu la chance d'affronter ici au cinéma Le Capitole en 90 avec l'équipe nationale du rap. Sur le titre Agnagna, tous à bord, Agnagna, tous à bord. Voilà, je peux te dire ça. Donc c'était un groupe camerounais ou ivoirien? Non, ils sont ivoiriens. Ok. Mais à l'époque, Monsieur Consieka, Oui. vu le boom qu'il y a des deux côtés, fait venir RAS Junior and Crazy Bee au Cameroun, où ils affrontent en fait. On fait un Cameroun-Côte d'Ivoire au cinéma Le Capitole, où nous avons la chance de pouvoir être dans les backstage avec tous ceux qui les affrontent. Parce que nous, on était les plus petits. Mais les gars comme le Prophète Joby, MC Elemine, Pierre Merlin, Loïc Kodje, Jackso, tous ces gars, et c'est eux qui étaient devant. Nous, on était
derrière, on était tous sur scène avec eux et on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Bon, mais la Coupe du Monde 94 va donner aussi peut-être Oui, matière à sujet. Oula, le premier parmi nous à voir une vidéo qui passe sur la chaîne nationale télévision. Si vous imaginez, à l'époque, CTV, c'était du jamais vu. Un ovni, c'est Benjo Steel. Et donc, on va commencer par ça. Indomptable rap, Benjo Style. One Love, l'homme qui est sur la version s'appelle Benjo P avec le sélecteur Tino G. Un maximum de respect à tous les fans du football. Soda, Tino, balance la version. Je rends hommage, une fois que la laine de son paysage, un homme de livre de rage, une église avant la paix, et non le garage. Hello, party people, I'm a Benjo P. Master of Adobe, heard the best MC on the rap. If you need a harder ragamuffin, I gotta tell you something about my country still. Football is my favorite sport. I like the way they run it all around the court. Cause me, I'm the king on the funky beat. Like a Mila, Diego, and Pele the King. Si je parle actuellement, c'est pour un événement qui dès à présent ne laisse personne indifférent. À ce qu'il paraît, il y a 20 millions déchaînés qui du continent africain se sentaient évadés. Selon les derniers sondages, ils sont furieux de rage. Ils ont quitté l'Afrique pour le chemin des Amériques. Ah non, n'ayez pas peur, je parle des footballeurs qui j'en suis sûr à la World Cup feront plus d'un malheur. Il s'agit d'une équipe... Indomptable rap, Benjo Style, 94. Ouais. Et c'est peut-être aussi la première chanson, le premier titre rap sur le foot, peut-être. Ouais. Oui. C'est le premier titre rap sur le foot, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça méritait une diffusion de ce niveau. Quand à l'époque, tout le monde a pas mal de préjugés par rapport à tout ce qui est hip-hop, rap. Bon. Benjamin Pondy qui, comme par hasard, se retrouve aujourd'hui au cœur de la Fédération camerounaise de football. La persévérance. Alors, tu as mentionné également le groupe Star System. Star System, J-Dance. J-Dance de Star System. Ouais. Qui était ce gars? D'où venait-il? Mais ce sont des aînés, comment tu appelles, Aimé Bizot, les petits frères du premier styliste, on peut dire hip-hop comme ça, qui s'appelait Céleste Alléluia. Les Bizot, donc Aimé Bizot. D'un autre côté, tu as Pecky Power, tu as, comment il s'appelle encore, Néné Osanga.
Et en fait, pendant que nous, on faisait des showcases dans les boîtes de nuit à l'époque, on était tout petits, Star System interprétait les chorégraphies de Michael Jackson. Et ça se voit dans le vidéo. Oui, bien sûr. Non, c'était leur truc et c'était, contrairement à ce que les gens pensent à l'époque, c'était super bien payé. Il y avait, je dis bien, on était les plus jeunes, mais tu avais un groupe comme Parkers. Parkers, il y avait la particularité d'avoir une fille qui rappait et ses frères, en fait, dansaient autour d'elle. C'est cette fille qui est devenue par la suite Cory Demakaz. Oui, elle avait comme adversaire fille qui venait de Douala, qu'on appelait MC Solby, qui aujourd'hui est Solange Béala. Okay. Oui, non, il faut assumer ce qu'on est. Hein. Peut-être les gens le renient, mais bon, ça, c'est leur problème. On a vécu des battles comme ça. Tu avais nous, Anonyme. Tu avais MC Elemine, Prophète Joby. Tu avais des groupes comme Démoniaque Pussy. On faisait déjà des showcases. Je me rappelle à l'ancien Megamix, la boîte de nuit d'Hilton qui s'appelait à l'époque, je crois, le Tech 5. Le Gorille à Elie Sono. Et ça payait plutôt bien. Plutôt bien. Je crois qu'aujourd'hui, les showcases sont moins bien payés que ce qu'on payait en 88. Alors, quand on dit... déjà ce morceau-ci, J-Dance, quelle année précisément? Je crois qu'on l'a vu à la télé en 90. Je crois bien. Et quand tu dis que ça payait bien? Je parle des démos qu'on faisait dans les bons... On rappait sur quoi? Sur des phases B. On n'avait aucun titre diffusé en radio et en télé. Pour dire à quel niveau les promoteurs y croyaient. Voilà, c'est-à-dire que le clou de la soirée en boîte, c'est pas un bargasoukous. C'est quand même des jeunes qui arrivent. Voilà, c'est des gars, en plein un moment, on coupe pas, que les gens vont s'asseoir, on vous dit qu'on vous présente tel. Et tu as un gars qui vient sur une phase B de NWA, et qui te fait du rap conscient, tu te demandes d'où il sort. Le Cameroun n'a pas particulièrement à l'époque une influence française. Les Camerounais écoutent beaucoup de rap américain. Ouais. Donc, je parle encore du Prophète Joby, MC Elemine, Kikika en anglais, Joby en français, qui faisait déjà des textes à thème, porteurs de messages. On est en quoi? 88, 89? Bon, aussi parce que c'est aussi la période un peu naissante du rap en France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore peut-être assez de grandes icônes. Voilà, c'est-à-dire, ce que j'essaye d'expliquer à travers ça, c'est que le boom du rap se passe à la même période, que ce soit là-bas, ou ici, ou en Afrique de l'Ouest. Sauf que ici, les promoteurs, je crois, à un moment, ont tiré le frein à main, et les autres, eux, ils ont continué. Ils ont continué, ouais. Mais tu as cité un nom tout à l'heure, Aimé Bizot. Oui. Et dans un autre épisode, on parlait d'un certain Joe Bizot. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est une famille. Les frères de la chanteuse aussi. Je crois Natacha Bizot. Natacha. Petit Bizot aussi qui shootait à une époque, là, qui est aussi décédé. C'est une famille. Et ils avaient un frère qui était un styliste, modéliste bien décalé, là, qu'on appelait Céleste Alélou. Qui a fait des défilés à l'époque, justement. Les clous de soirée, qui défilait lui-même avec ses tenues, parfois agrémentant avec du breakdance, du smurf, des trucs comme ça, ouais. Alors, tu as cité quelqu'un qui a beaucoup compté dans le show business africain dans les années 90, c'est celui que Extra Musica appellera plus tard l'incontournable du 3e millénaire. Je parle de Constieka, qui fait venir un groupe de Côte d'Ivoire ici. Oui, 90. RAS.
Kana sa jaba beseka doni kelombe ambeseka ibe isisi isoro isei open sama ibolo kungolo ida sama lo nyama ambe tumi kala kanyana ida medina anda bote kidunya zige imbe jisima Et donc, est-ce que tu peux nous raconter justement le contexte de cette confrontation, cette compétition? Non, tu as, je crois, Concy et Kaki à l'époque fait des émissions sur la chaîne nationale qui est un peu décalée par rapport au contenu qu'ils proposent à l'époque. Et puis, ils profitent de cet impact, en fait, pour créer un événement hip-hop sur le Cameroun, parce que à l'époque déjà, c'est une grande nation hip-hop peut-être qui s'ignore. C'est-à-dire que le boom, il est partout. Autant en France, ça bouge déjà avec Radio Nova, autant ici, il y a des choses qui se font. On a les Zoulou Party au collège Charles à Tangana, c'est full. On a plein de trucs comme ça, là, mais complètement underground, qui sont fréquentés par des milliers de personnes. Et nécessairement, tout promoteur te dira que, ouais, il y a quelque chose là. Peut-être les autres ignorent, mais je sais de quoi il s'agit. OK, je viens d'un endroit où les gars font la même chose. Je pense que vous les valez et on peut créer un événement autour de ça. Et je pense que c'est comme ça que Consti organise ce truc-là. Et ça se passe plutôt bien. Nice. Maintenant, Eva. Bon, pour moi, en tout cas, Vas-y. j'ai grandi avec le rap américain et la première fois que j'entends le rap camerounais, une chanson, c'est votre chanson avec accent grave Jamais, de l'album Vert ou Jaune. Et pour moi, quand j'ai écouté, ça m'a beaucoup marqué parce que, bon, quand j'ai écouté la chanson, j'ai écouté l'album. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'entendais, et je suis très contente que vous êtes là parce que là, vous pouvez me dire, vous allez me corriger. J'entendais un flow de Prodigy de Mobb Deep. J'entendais un flow de Guru, de Gangster, Jazz Mattaz. Jazz Mattaz, ouais. Et on va dire un peu de storytelling de Lost Boys. Je ne sais pas si c'est juste, mais ça m'a quand même beaucoup... Tu y es. On peut dire, comme on dit, je d'accorise quand même. Donc, je crois que ma question tombe plus sur l'influence au fait du rap américain sur les rappeurs camerounais, si ça a quand même aidé à... Je vais te répondre, mais on va aller loin. Moi, à la base, je suis un danseur. Toute la terre entière est ébranlée entre 82 et 84. Toute la planète. C'est le hip-hop. Tu as, comment tu appelles le peintre, là, qui a réussi à déplacer les graffitis pour les quartiers UP, Warhol. Ok, On dit, voilà. Anti-Varol. À partir de ce moment, tout le Gotha de la culture mondiale dit le hip-hop, c'est quoi en fait? D'accord? Il y avait tellement de groupes de breakdance au Cameroun que les battles scolaires, c'était des battles de breakdance et autres.
il y avait beaucoup d'événements culturels, que ce soit programmés, que ce soit au Palais des Congrès, cinéma, théâtre Abia, cinéma Le Capitole. Quasiment chaque semaine, les élèves avaient droit à des contenus. Ils partaient les jeudis après-midi. Et très, très, très vite, le feu a pris. Au point où, en 84-85, il y a un promoteur de génie qui décide de faire venir le pionnier du rap en France, Sydney, et son DJ David Guetta. Et ils viennent ici et il y a une battle où ils affrontent ici des groupes comme Yaoundé City Breakers, des groupes comme Turbo 44. Tout ça, nous sommes là. On est tout petits, mais on est là. D'accord? Sauf qu'après, il y a le phénomène Michael Jackson qui arrive. Beaucoup de ces groupes de danse virent à la pop, à la Michael. Ça te donne les Mirage 144. J'ai encore quelques noms. Des Mirage 444, ils me corrigeront peut-être, se détache Star System. Ainsi de suite. Du coup, nous, on découvre qu'il y a des gars qui se mettent à rapper, comme ce que nous, on écoute, ce sur quoi on danse. Il y a des gars au Cameroun qui font ça. Je vais te parler du grand Frankie P. Pas Frankie P, le chanteur, Pas le grand. chanteur, ouais. Frankie, Ponji toujours, qui rappe à Douala là-bas. C'est des gars qui sont complètement décalés. Oui, nous, on a... moi, j'ai ici Pierre Merlin, Loïc Kodje, qui sont mes aînés. C'est eux qui me prennent. J'ai à peine, 11-12 ans. Mais il faut savoir qu'à 12 ans, je travaillais déjà des claviers avec le feu Mokongo président sur leur musique. Ah ouais. Ces gars sont vivants, ils peuvent vous le dire. Je crois Loïc Kodje vit aux États-Unis depuis au moins 25 ans. Et ici, on se met à rapper. On se met à rapper sur quoi? Sur des phases B de musique américaine. Du coup, d'après toi, on rappe en quelle langue? On rappe en anglais. En anglais. Quand on arrive en soirée pour montrer l'unité qu'il y a entre nous, par exemple, entre Démoniaque Pussy, nous et les autres, on reprend un titre d'un collectif américain qui s'appelle Self-Destruction. Self-Destruction. You're headed for self-destruction. On le fait en boîte de nuit, on rappe tout ça, puis chacun essaye de partir sur des freestyles comme ça, mais on rappe aussi bien en français qu'en anglais. Donc, c'est clair que moi, quand on parle de mes influences dans le rap, mes influences françaises viennent longtemps après, peut-être sur la structure francophone en matière d'écriture, mais à la base, pendant longtemps, j'ai rappé en anglais. Et quand je me mets... Parce qu'après, je vais pour les études en France. Donc, il faut bien un peu... il faut changer tout ça. Et puis, voilà, tu y vas. Mais mes influences, effectivement, sont essentiellement américaines dès le départ. Et tu as cité les groupes que j'écoutais, justement, le tout premier projet de Jazz Mataz, Gourou, je crois que c'est 87, le tout premier projet. Nous tous, on était fondus de Kool Moody, AVD, on écoutait LL Cool J, on écoutait NWA, on écoutait Public Enemy. Si on commence à citer, on va pas s'arrêter. C'est vraiment long, le KRS-One, le premier album, tout ça là. On était à fond dedans. D'où le côté message à transmettre et autres. Donc, c'est clair que quand je me mets à bosser sur mon premier projet, il faut quand même savoir qu'avant, je travaille sur à peu près 200 projets d'artistes hip-hop du Cameroun mélangés. Ça aussi, je vais pas commencer à citer. Oui, entre 97 et 2002, j'ai travaillé sur au moins 200. Au moins. Les plus connus, tu as Daniel Eyok, Sanzi Vianney, ça c'est autre chose. Je peux te citer Négrissime, je peux te citer X Malea, à l'époque, ils étaient 7. Je peux te citer beaucoup de gens. Beaucoup, ils sont nombreux.
les Protectors, les machins, tous ces noms-là, les Racines, c'est nous qui disons à Tom Sefa de changer de blase quand ça ne va pas et de se concentrer sur son projet solo, que la seule chose qu'il a, c'est la musique, c'est la seule chose qu'on peut pas lui enlever, il est bon. Tout à l'heure, tu mentionnais le fait que entre 82 et 84, c'est le grand boom du hip-hop, enfin mondialement. Ouais. Mais pour un pays comme le Cameroun, qui a quand même beaucoup de références, pour un gars de Yaoundé, qui a grandi en écoutant Messi Martin, qui a écouté Anne Marinzier, qui danse sur les musiques peut-être de grands artistes camerounais de l'époque. Oui, bien sûr. Donc, comment le hip-hop, comment le rap rentre dans la culture des jeunes? Le rap rentre dans la culture des jeunes très simplement. Il n'y avait peut-être pas la télé, mais beaucoup de foyers avaient des écrans de télé et des magnétoscopes. Beaucoup de foyers avaient des magnétoscopes Betamax. Tu sais, il suffit d'un magnétoscope pour un quartier. Hein. Tout le monde vient aux fenêtres quand vous mettez les... Ouais, oui. Et au-delà de ça, il y avait la culture des salles de cinéma et autres. Du coup, il y a un film qui a fracassé nos cerveaux. Le plus important, on a la radio. Faites attention. On a un média qu'on appelle la radio. Faites attention avec ce truc qui est très... Non, bon. Qui parmi vous suit encore les matchs à la radio? Tu vois l'énergie, là, l'émotion, là. Dis-toi que tout, c'était la radio. Donc, tu as la radio, tu entends ta-da-ta, tabadabadabada, ta-da-ta, tabadabadabada, ta-da, tip-tap-tap-ta-ta, ti-di-da, na-na-na-na-na-na-na-na-na. C'est la radio. Ou bien quand tu entends un générique du poste national, c'est Herbie Hancock. Parce que tous ces artistes, en fait, jazz, soul, pop, ont contribué à l'émergence du hip-hop sur la planète entière. Et nous, on a reçu ça, plus des films comme Beat Street, qui nous a complètement fracassé les cerveaux, Street Dance, on voyait ça au cinéma. Et du jour au lendemain, tu pouvais plus stopper ça. Les gars se reconnaissaient dans ces jeunes, l'expression était totalement différente. C'est quoi le smurf, c'est quoi le break? Beaucoup de gars voyageaient. Faut pas oublier la notion d'aller à l'aventure et arriver après la dévaluation, contrairement à ce que les gens pensent. Avant, les Camerounais allaient à l'étranger pour faire les études et rentrer chez eux. Ceux qui avaient la bourse et ceux qui avaient les moyens aussi. Voilà. Non, même ceux qui n'avaient pas les moyens. Il y a des villages qui ont cotisé pour que des gens... Non, c'est la... Parce qu'aujourd'hui, on tourne ça d'une façon, mais c'est la vérité, non? On savait que tu apprêtes le départ de l'enfant. Dès qu'il commence à avoir des velléités d'aller après la troisième, là, tout le monde se bat. Mais le but, c'est qu'il va revenir. C'est pas pour qu'il aille rester. Après, tu as toujours des cas isolés. Bon, même au niveau de nos parents, on a eu des gens comme ça qui sont allés, ils sont calés. Mais c'était un peu ça. Et tu as ces gars qui allaient, qui revenaient parfois en vacances. Tout ça contribuait. Le nouveau pas à la mode, le nouveau truc, le machin. Le gars revient, il a une cassette. Tout le monde se la passe. On a les bandes. Tout ça, là. Du coup, nous tous, on se sent plus proche de cet enfant des États-Unis ou d'Europe ou de machin. On veut faire comme lui. Si ce n'est mieux que lui. Et on le fait tellement bien, comme je disais tout à l'heure, que des promoteurs disent « Waouh, le truc est réellement en train de monter. Les gars font des choses extraordinaires. » Je dis tout était booké breakdance Smurf. Que ce soit les partenaires de l'Institut Goethe, que ce soit tout ce qui avait comme contenu culturel au Cameroun. Breakdance Smurf. Comment tu appelles on va dire quoi? Clash scolaire, concert scolaire. Qu'est-ce que les gars font sur scène? Le clou, c'est breakdance et Smurf. J'ai oublié même de citer tout à l'heure parmi les influences pré-pop. Comment on les appelait encore? Waouh. Bam Bam B. Moi, je les ai vus
Les Rumta, je les ai vus en concert au Palais des Congrès à l'époque. Ils remplissaient le Palais des Congrès. On était tous tout petits, c'est tout. De Kembe Pesso. Alors, et étant donné que c'est une époque où, comme pour toutes les influences qui venaient d'ailleurs, dont le hip-hop, donc il faut quand même être d'une certaine classe sociale pour avoir accès à cette musique-là. Il faut avoir un frère peut-être qui a voyagé, qui revient avec un vinyle ou une cassette. Donc les jeunes comme toi et comme d'autres qui vont commencer à s'intéresser à vouloir pratiquer soit la danse, Attention, fais attention, on a des aînés qui le font déjà. C'est pas nous qui commençons. Faut faire... Non, le détail est très important. Merci Eva et merci de rester avec nous, Crotal, pour la suite de cette série sur le hip-hop dans le podcast de la musique camerounaise en histoire, Banaba Cameroun, un contenu produit par le Goethe Institut du Cameroun que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast.